Trop d'honneur, trop d'honneur. Je crois que ces images sont surtout une inspiration pour notre soirée. Mesdames, messieurs, bienvenue et surtout bonsoir à ce magnifique événement exceptionnel qu'est Dimension Mobilière et cette édition 2016. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir dans cette enceinte magnifique qu'est le Swiss Tech Center et je crois que le nombreux public qui est ici montre que ce sera un événement particulièrement exceptionnel. Changer de perspective, choisir un autre chemin, être différent, agir différemment, que ce soit par nécessité, que ce soit de manière altruiste, avec du courage, ou simplement de manière naturelle. Et si être différent était la voie à suivre, c'est cette question qui va nous accompagner durant cette soirée. Et chacun de nos 5 intervenants va nous apporter sa perspective, sa réponse à cette question. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant notre première intervenante, Magali Yenny. Magali Yenny, bonsoir. Bonsoir, salut. Bienvenue. Oui, salut. Oui, je vais y venir parce qu'on se connaît depuis de longues dates avec Magali. Magali Yenny vient de la région de Fribourg. Elle travaille comme maître assistante justement à l'université de Fribourg. Elle est ethnologue et elle est particulièrement connue pour son best-seller intitulé « Guérisseur rebouteux et faiseur de secrets en Suisse romande ». À titre personnel, je dois avouer que c'est une grande fierté parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter les bancs de l'école avec Magali. En l'occurrence du gymnase, et vous verrez que pour des gens qui ont appris le latin, enfin en tout cas appris pour ce qui m'en reste, au Collège Saint-Michel, vous voyez qu'il y a des carrières très différentes qui peuvent s'en suivre. Mais enfin bon, une grande fierté de t'avoir parmi nous parce que tu as fait une carrière magnifique et tu nous as écrit un livre qui est resté, qui est un best-seller en réalité. Oui, c'est effectivement ce qu'on appelle un best-seller. Oui. Et c'est à partir de combien d'exemplaires ? Il n'y a pas tellement de chiffres, je crois que c'est vraiment quand on arrive en haut d'un classement qu'on a le titre de best-seller, et c'est un ami un matin qui m'a envoyé un SMS en disant « Ah, ben, t'es best-seller ». J'ai trouvé qu'il était très gentil, puis en ouvrant le journal, j'ai effectivement constaté que j'avais ce titre-là. Ce que je trouvais relativement intéressant, c'est que c'est Joël Dickers qui t'a suivi en fait. Ah oui, totalement. Oui, j'ai ouvert la porte à Joël Dickers. Voilà. C'est un grand moment. Mais je crois que ce qui est plus intéressant encore, c'est comment est-ce que tu es venu à écrire un livre sur les guérisseurs. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est très particulier. Alors, c'est vrai qu'en tant que fribourgeoise, j'ai grandi un peu avec les guérisseurs. J'ai été soignée par une rebouteuse, je suis allée chez un faiseur de secrets, enfin voilà. Et j'ai étudié l'ethnomédecine à l'université de Berne. Donc l'ethnomédecine, c'est apprendre à connaître ou comprendre comment les peuples se soignent. Et au moment de choisir un thème pour mon travail final, je me suis dit pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Et puis, tu as vu beaucoup de différences entre les différentes régions du monde, les différents continents ? Oui. Alors le point commun, c'est qu'il y a partout des guérisseurs, partout cette médecine empirique qui accompagne l'homme depuis toujours. Mais il y a énormément de différences, bien sûr. Tout est en rapport avec le contexte culturel. Mais tu parles volontairement de médecine. Oui, c'est quand même une médecine. Une médecine. C'est une médecine qu'on peut définir, on peut la définir comme médecine populaire, si on veut bien. Mais entre le monde cartésien qu'on connaît, très rationnel, et cette forme de médecine, comment est-ce qu'elle se rencontre ? C'est pas toujours facile à les faire se rencontrer. C'est vrai que depuis quelques années, c'est un peu plus détendu les rapports entre les médecins et les guérisseurs. Il faut dire que dans les hôpitaux romans, tous les hôpitaux, les services d'urgence particulièrement, ont des listes d'adresses. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Et les médecins en parlent facilement ?
Ça dépend lesquels. Ça dépend Ça lesquels. dépend lesquels, mais par rapport à il y a une, je dirais, dizaine d'années où vraiment c'était un sujet complètement tabou, pas du tout reconnu, là les médecins commencent à dire il y a quelque chose qui se passe, on peut certes pas l'expliquer d'une façon scientifique, mais il y a quelque chose, il y a des résultats. Et donc, ils l'utilisent de manière complémentaire. Oui, oui, oui. Ils font encore beaucoup plus appel aux thérapies alternatives, médecine parallèle, où il y a des formations. Les guérisseurs, c'est encore un peu un autre monde, c'est lié à cette notion de don, de don de soi aussi, mais ça se fait de plus en plus. Et si on prend les guérisseurs, il y a différentes typologies. Enfin, on les classe, c'est difficile de classer, mais c'est... Oui, alors c'est vrai que les classer, c'est un peu maladroit parce qu'un guérisseur peut faire partie de toutes les catégories, mais comme orientation, moi j'avais établi 4 catégories. La première, c'était les rebouteux, la deuxième, c'était les magnétiseurs, et là j'ai inclus aussi les énergéticiens, donc les gens qui travaillent avec des énergies, quelque chose de subtil, et puis les faiseurs de secrets qui sont très très utiles et très connus, et c'est une particularité assez de la Suisse romande. Les rebouteux, ils manipulent. Oui, les rebouteux, ils manipulent, ils ont vraiment besoin du corps, de la personne, de l'animal, et donc il y a des torsions, il y a des massages, mais voilà, c'est un savoir qu'ils ont en eux. Et les magnétiseurs, uniquement l'énergie. Voilà, en principe, ils ne touchent pas la personne, c'est plutôt quelques centimètres au-dessus du corps, mais là aussi on trouve des techniques différentes, il y a parfois des nécessités de vraiment poser les mains sur la personne, ça dépend. Les faiseurs de secrets, eux par contre, à part quelques exceptions, travaillent presque exclusivement à distance, donc par téléphone. On a beaucoup d'exemples. Enfin, je pense que l'exemple le plus spectaculaire, c'est sur les faiseurs de secrets, justement cette distance de guérir les brûlures à distance. Après, on y croit, on n'y croit pas. Je veux dire, on a beaucoup d'exemples où ça a parfaitement fonctionné. Et comment ça se transmet? D'où est-ce que ça provient, cette énergie incroyable? C'est assez difficile à dire. Je dirais que les premières preuves vraiment historiques du secret, on les trouve malheureusement dans les comptes rendus des procès en sorcellerie. C'est vrai que Moyen-Âge, voilà, même avant. Pendant l'Inquisition, bien voilà, on condamnait des femmes, beaucoup, des hommes aussi, pour sorcellerie, et sous la torture, ils avouaient leur formule secrète. Mais d'où ça vient vraiment précisément, c'est pas connu. Et la transmission, parce que ça se transmet, on parlait à un moment donné que ça se transmettait qu'à travers la famille ou même en hérédité. Est-ce que c'est des choses qui sont confirmées, ou maintenant j'ai entendu des choses où ça se transmet à plusieurs personnes? Oui, ça a changé. Ça a changé tout simplement parce que pendant très longtemps, les règles de transmission ont été vraiment très sévères. Comme tu disais, dans le cadre de la famille, transmettre une seule fois, et surtout, il y avait on pensait que quand on transmettait le secret, on ne pouvait plus travailler avec le secret. Et donc les gens attendaient de plus en plus. Parfois, ils mouraient avec leur secret, et c'est pour maintenir cette tradition que les règles se sont assouplies. Et maintenant, d'une manière générale, après on en trouve de nouveau tout un tas qui sont différentes, mais il faut transmettre à plus jeune que soi. Mais on peut le transmettre autant de fois qu'on veut, et on peut continuer à pratiquer. Je vous propose, pour agrémenter cette discussion, une vidéo d'un guérisseur, qui d'ailleurs, pour ceux que cela intéresse, Georges Delaloy est également avec nous ce soir et sera parmi nous au cocktail dînatoire. Et si vous avez des questions à lui poser, il sera là pour vous. Vidéo. Bienvenue, entrez. J'ai reçu le secret par mon frère, Paul Marc, un jour, dans la nature, par écriture automatique. Puis j'ai le secret pour plusieurs choses. Il y a, pour ainsi dire, pas de limite. Les brûlures, les verrues, les hémorragies, les douleurs, les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, les kystes, les fibromes, les allergies. Je m'occupe aussi des personnes qui subissent la chimio, la radiothérapie, éviter les effets secondaires, ou tout au moins les soulager. Les choses les plus difficiles à soigner, c'est surtout le cancer et ces maladies orphelines, comme on dit. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours, on fait le maximum pour aider et soulager la personne, mais on ne peut jamais guérir, c'est pas possible.
S'il y a une personne qui se brûle, par exemple, se brûle à midi, c'est un cas que je cite souvent, elle se brûle à midi, un cuisinier, à midi et quart, midi 20, il y a un autre SMS qui arrive et puis qui me dit « Merci pour la brûlure, je n'ai plus mal ». Puis je vois le SMS le soir. C'est particulier. Hein. L'effet placebo entre en jeu, bien sûr, c'est clair. S'il y a une personne qui croit au secret, ben ça va marcher un peu mieux. Mais on pourrait dire l'effet placebo pour les animaux, je ne sais pas. Parce que les animaux, ben, ils n'ont pas de conscience. Enfin, ils n'ont pas de conscience, ou tout au moins, ils ne demandent pas le secret. Donc, comment ça marcherait? Ben, c'est une énergie peut-être qui existe dans tout l'univers et puis qui nous fait bonifier les choses. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ce qui m'impressionne le plus quand j'entends Georges Delalloye, ou aussi parce que j'ai rencontré une guérisseuse moi-même récemment, c'est cette bienveillance. C'est quelque chose que tu as rencontré, comme tu as rencontré presque tous les guérisseurs, je ne sais pas si tous, mais toutes les guérisseurs de Suisse romande. J'en ai rencontré maintenant plus d'une centaine, mais c'est vrai que c'est un des points communs. C'est l'humilité et la compassion. Donc cette envie vraiment de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, et ça c'est une constance. Constance, est-ce que tu as aussi rencontré des gens qui s'approchent de la zone du mal, ou de l'enfer, ou je ne sais pas comment on peut le nommer ou... J'en ai pas personnellement rencontré, du moins j'espère que j'en ai pas rencontré, mais je pense qu'il y a quand même un phénomène qui peut aller dans ce sens-là, parce que si on pense à tous les désenvoûteurs, pour pas les appeler exorcistes, hein, mais qui continuent à pratiquer et qui pratiquent même de plus en plus, c'est bien que d'un côté il y a des ondes négatives qui circulent, qui partent. Et quel est le lien avec la spiritualité dans tout cet environnement-là? Alors la spiritualité, c'est de nouveau un point commun entre tous les guérisseurs. Les guérisseurs sont toujours croyants, mais pas forcément inscrits dans une religion. Par contre, il y a toujours cette référence à quelqu'un de supérieur, l'énergie universelle, Dieu, les anges, les saints et les saintes dans le secret. Il y a toujours vraiment ce lien qui se fait avec quelque chose de plus grand qui dépasserait l'être humain. Et combien est-ce qu'on a de guérisseurs en Romandie, tu penses? Environ 200, 300, 500? Difficile à dire? C'est vraiment difficile à dire. Dans mon livre, j'ai 250 noms, mais franchement, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Hein. Ouais. Et puis, dans ce que tu as pu observer, est-ce que c'est un phénomène typiquement suisse romand? Il y a des différences avec la Suisse allemande ou avec d'autres pays? Alors, il y a des différences avec la Suisse allemande, ça c'est sûr. Déjà, quand je faisais mes études à l'université de Berne, donc 30 km de Fribourg, quand j'étais à Fribourg, que je disais que je travaillais sur les guérisseurs, on me disait « Ah oui, bien sûr, les guérisseurs ». Donc je faisais 30 km, je me retrouvais à Berne et je disais je travaille sur les guérisseurs. On me disait ah bon, parce qu'il y a des guérisseurs en Suisse. Donc déjà à 30 km ça changeait. Mais il y a aussi des guérisseurs en Suisse allemande, on en trouve partout. Les plus connus sont ceux d'Appenzell, parce qu'on en parle beaucoup, mais il y en a dans tous les cantons. Et pour la Romandie, ceux qu'on connaît le plus, c'est Fribourg. Fribourg-Jura. Oui. Fribourg-Jura. Et Jura, c'est surtout que c'est les cantons où on en parle le plus facilement. C'est pas tellement qu'il y en a plus qu'ailleurs, mais voilà, on en parle plus tranquillement. Ouais. On en parle, c'est plus accepté, ça fait partie de la culture et de notre mode de vie. Et puis l'étranger, la France par exemple? Il y en a aussi énormément. Par contre, là, ils pratiquent vraiment dans l'ombre. Hein. En France, les guérisseurs sont accusés automatiquement de pratique illégale de la médecine. Donc forcément, ils travaillent automatiquement. Vraiment, ouais, c'est tout de suite. Hein, c'est pas. Tout de suite. En Suisse, c'est si on donnait des médicaments, des choses comme ça. Enfin, il y a des règles aussi, mais en France, c'est immédiatement. Et donc, c'est très souterrain, mais il y a énormément de guérisseurs en France, en Italie, en Allemagne. Et sur ce que tu as pu, toutes les gens que tu as pu rencontrer, ce que dit Georges Delalloye, il y a des choses qu'on ne peut pas guérir ou on ne peut pas aider? Les guérisseurs vont toujours répondre « je vais essayer, je vais faire mon possible, je vais essayer », mais non, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est valable tant pour une petite brûlure
des gens chez qui ça ne fonctionne pas comme ça devrait, d'autres très bien. Et c'est la même chose pour des graves maladies. Mais là, un faiseur de secrets m'avait amusé en me disant pour les miracles, il faut aller à Lourdes, quoi. C'est vrai que ce n'est pas des faiseurs de miracles, ils ne se définissent pas comme tels. Et quand je lisais ton livre là, ces dernières semaines, il y avait un témoignage d'une guérisseuse qui disait qu'en fait les gens profitaient entre guillemets d'elle. C'est-à-dire il n'y avait plus de limites, ils appelaient la nuit, même pour des choses qui n'étaient pas urgentes. Donc elle avait mis certaines limites en mettant probablement un numéro plutôt qu'un autre, et puis de dire à 9h je coupe, ou parce qu'elle recevait des dizaines de téléphones par jour. Oui, cette dame m'avait appelé il y a peut-être 1 année et demie, elle m'avait dit si vous pouvez faire passer un message quand vous donnez des conférences ou comme ça, c'est de dire voilà, pour les urgences, on est là. On est là. Vous vous brûlez, il y a une hémorragie, même un enfant qui fait ses dents, qui pleure, on est là. Mais par contre, il ne faut pas appeler le dimanche soir ou la nuit pour des verrues qui sont là depuis 1 mois. Et c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, malheureusement. Et est-ce qu'il y a des guérisseurs qui sont particulièrement connus en Suisse romande? Il y a Vipré qui a un grand nom. C'est le plus connu. C'est la tête d'affiche. Hein. Exactement, oui. Tout autant apprécié que décrié, ouais. Parce que voilà, ça accompagne sa célébrité. Mais il y a des guérisseurs qui sont un peu plus connus ou qui ont justement cette possibilité de se mettre un peu plus à disposition. Et donc voilà, ils ont plus de clients, on en parle plus. Et j'aurais une dernière question pour conclure ce dialogue. Quelle a été la réaction des gens quand tu as publié ton livre, qui te reconnaissaient ou que tu venais à tes conférences? C'était positif, c'était négatif? Qu'est-ce que tu as reçu comme écho? Alors la première conférence que j'ai donnée, je pense que j'ai eu la trouille de ma vie. Je me suis dit, franchement, je vais en prendre plein la figure, comme on dit. Et finalement, non, pas du tout. Ça s'est vraiment très très bien passé. Et puis, j'essaye aussi d'être ouverte à la discussion. Donc même les gens qui ne sont pas d'accord ont le droit de s'exprimer. Et je prends en compte aussi ces avis différents du mien. Donc tu as aussi des réactions négatives, des gens qui disent très peu. Très peu, mais j'en ai eu. Tu en as eu aussi, mais pas de menaces de mort, j'espère. Quand même pas. On n'est pas allé jusque-là. J'avais des menaces comme quoi j'avais ouvert la porte à Satan. D'accord. Pour le moment, je l'attends toujours. Mais... D'accord. Eh ben, on va rester sur cet aspect positif de la bienveillance et peut-être la porte du paradis, ou en tout cas de pouvoir avoir un écho positif pour le futur. Magali, un grand merci pour cet éclairage. Je crois que c'est une médecine, je ne sais pas si elle est complémentaire, mais en tout cas qui se passe différemment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Vous aurez l'occasion de discuter avec Magali, mais également avec Georges Delaleuil après, durant le cocktail dînatoire. Mesdames et messieurs, chers amis de la mobilière, nous avons la chance de vous compter parmi nos clients ou nos partenaires. Et vous connaissez probablement notre entreprise pour son fameux slogan, le fameux « Cher Mobilière ». Vous connaissez également notre entreprise par le service de qualité que vous offrent nos collaboratrices et collaborateurs au quotidien. Ce sont eux qui vous transmettent chaque jour cet esprit si différent de notre entreprise. Et maintenant, notre CEO, Marcus Hongler, va vous livrer sa perspective sur les ingrédients qui font que la mobilière est différente. Mesdames et messieurs, accueillons notre grand patron, Marcus Hongler. Chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Je vous salue très cordialement au nom de tous mes collègues de la mobilière, très particulièrement de notre président du conseil d'administration, M. Ursberger, qui est parmi nous ce soir pour Dimension Mobilière 2016. C'est un plaisir de partager cette soirée avec vous et je me réjouis vraiment de ce moment différent, un moment consacré justement à la différence. Et si être différente était la voie à suivre, la mobilière s'interroge sur ce sujet depuis exactement 190 ans. Les Bernois ont la réputation d'être lents, mais rassurez-vous, il nous a pas fallu autant de temps pour trouver la réponse.
Oui, la réponse chez nous est toujours la même. Différent est toujours la bonne voie. Ainsi avons-nous été les premiers à fonder une assurance pour les biens mobiliers. Aucune assurance de ce type n'existait à l'époque. Et nous avons comblé cette lacune. Et pour la première fois, nous avons été différents des autres qui n'avaient rien entrepris. Différents, uniques, inimitables sont aujourd'hui des caractéristiques indispensables au succès d'une marque. À la Mobilière, nous avons la chance d'être différents depuis le début et nous avons eu le courage de le rester, quoi qu'il arrive. Dans les années 90, beaucoup de coopératifs n'ont pas su résister au chant des sirènes de la société anonyme et se sont transformés. Nous, la Mobilière, nous sommes restés une société à ancrage coopératif. La Mobilière fait le choix de rester différente et profite aujourd'hui de cette décision. Notre structure nous permet de tracer un chemin clair, un chemin différent et nous disons le chemin Mobilière. Et durant la frénésie de la banque assurance, nous n'avons pas acheté de banque et nous avons gardé notre capital. Et aujourd'hui, grâce à notre solidité financière, nous pouvons faire participer les clients à notre succès. Partager, voici une valeur qui est inscrite dans notre ADN. C'est le principe de base de l'assurance. Mutualiser les risques et ainsi être plus fort. Ce principe prévaut également avec le profit, puisque nous le partageons. Nous en faisons profiter nos clients, nos collaborateurs, même la société. Ce partage est important. Il nous donne confiance, mais aussi beaucoup de courage. Être différent, cela nous plaît. Cela nous donne de l'entrain et du courage. Du courage, justement, par exemple, il en faut pour garder la publicité durant 19 ans. Il faut aussi du courage pour mettre à disposition des PME un atelier dédié à l'innovation à Thun. Il faut encore du courage pour inviter les artistes à travailler avec nous et de partager avec nous, avec nos collaboratrices et collaborateurs, ces œuvres. Et ce soir aussi, vous avez la démonstration de notre différence en direct. Il faut avoir le courage, comme Michel Chicot, de prendre la responsabilité et le défi de modérer ce soir devant 1000 personnes, une soirée comme aujourd'hui, de prendre l'initiative. Monsieur Chicot, il est dans mon équipe responsable pour la M&A, pour l'innovation, pour les grands projets. Il fait une fois par année une modération comme ça, et je crois ça c'est exceptionnel, ça c'est différent. Quelle de nos traditions devons-nous garder? Quelle doit être la part d'innovation? Que faut-il changer? L'équilibre entre l'immobilisme et le changement est vraiment délicat. Et c'est un défi non seulement pour nous, mais je crois aussi pour notre pays. Et je me réjouis d'entendre ce que vont dire nos invités sur la différence. Chacun va nous parler de sa manière de vivre différemment. Et ces exemples motivants sont source d'inspiration. Ces présentations vont peut-être vous donner des envies de changement. Mais attention à rester des clients de la Mobilière, des clients fidèles et enthousiastes. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Temps de bleu. Et maintenant, direction la cérémonie. J'espère qu'il y aura du monde. Vas-y, voilà. Oublie pas que c'est la Méditerranée, hein. Voilà. C'est affreux. Tiens mon doigt.
Accueillons Bonsoir Michel. Puchol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Ouais, difficile de les présenter, hein, je crois qu'ils sont suffisamment connus. On ne les présente plus de 120 secondes à 26 minutes. On vous dit de vous que vous êtes les humoristes préférés des romans, on va le vérifier après, nous verrons tout ça. Et puis vous êtes connus pour... Absolument pas. Vous êtes connus pour vos passages à la radio, mais également pour la scène, puisque vous continuez à tourner, si je ne m'abuse. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler tourner, mais en tout cas, vous continuez à faire des représentations. On a une petite tournée actuellement, enfin une petite tournée dans des grandes salles jusqu'à Nouvel An, avec une troupe d'improvisation pour entretenir le muscle de la prise de risque. Ils n'ont pas enclenché le chronomètre là sur les... Mais c'est pas grave, on compte nous. Bitte gewünschte Zeit eingeben. À 14, il a enlevé une. Il a enlevé une minute. Voilà, il a enlevé une minute, il est dit. Voilà. La régie est extrêmement professionnelle. Mais, et puis vous avez aussi votre passage à la télévision. Mais comment est-ce que, je crois que la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est d'où est-ce que vous connaissez pour vous devenir un duo ou quasiment un couple. Comment est-ce que vous êtes connus? C'est connu par hasard. C'est connu par hasard, à demi-hasard, puisqu'à ce moment-là, on travaillait les deux pour Couleur 3. J'y étais engagé. Toi, tu étais un peu plus un squatter qui venait faire des chroniques de temps en temps. Un amant, oui. Un amant, J'ai tiré mon coup de temps en temps à la radio. Toi, Voilà. tu es devenu un Moi, fidèle. J'étais un fidèle époux. Et on s'est rencontrés à Paléo, dans le cadre du festival. Donc rien à voir avec, a priori, la radio, quoique Couleur 3 était délocalisée comme chaque année là-bas. Et on s'est rencontrés. On a bu des verres, on s'est bourré la gueule, on s'est bien entendu, et on a commencé à avoir envie de bosser ensemble. Voilà. Pas pour un spectacle, vous êtes rencontrés dans les tribunes. Dans les backstage de Couleur 3, on s'est bourré la gueule. À côté du frigo de on bière. essaye. Et on aimerait bien refaire la fête une fois ensemble, donc revoyons-nous. Et c'est de là qu'est venu 120 secondes? Non, c'est pas de là qu'est venu 120 secondes. 120 secondes existait déjà en version uniquement radiophonique avec l'animateur de la matinale de Couleur 3 qui s'appelle Yann Zitouni, qui a été remplacé par Vincent en 2011. Et quand Vincent a repris les rênes, on avait déjà fait quelques expérimentations vidéo tous les deux. En 2009, je crois, juste après, quelques mois après la rencontre à Paléo. Et là on parle de différence. À ce moment-là, au moment où on commence la nouvelle émission, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Et qu'est-ce qu'on se dit, Vincent? On se dit, on pourrait faire de la radio filmée. Voilà. Ah, bah oui. Ah, voilà. Alors, même si ça se fait déjà depuis 20 ans sur les chaînes de radio. Oui, mais françaises. comment faire de la radio filmée différente? Eh bien, voilà la question. Mettre des perruques et des... Je vais les laisser, hein. et des costumes grotesques. Et faire des accents débiles. Voilà. Bien, mais et les accents existaient déjà, mais ils étaient au téléphone. C'était tous les jours. Je répondais aux questions de Yann Zitouni depuis ma cuisine en slip. Donc là, on s'est dit, ça va pas aller en slip parce que... oui. Et donc, mais la création, c'est vous qui avez créé le format? oui. Laissez-nous finir. Ah mais pardon. Ensuite, on arrive et on s'adresse à la hiérarchie RTS en disant, voilà, on aimerait bien faire un petit peu de vidéo. Alors eux nous disent, Alors vous ne vous rendez pas compte, mais on a justement un projet qui est déjà de radio filmée. Ça fait 3 ans qu'il est lancé. Donc votre petit projet... C'est pas possible. Donc, à moins que vous vous débrouilliez tout seul, alors avec on a votre dit matos. Cool. Si on peut se débrouiller tout seul, ça ira plus vite. Donc on est parti, on a été acheter 3 Canon. 3 caméras et puis on s'est débrouillé. 3 appareils de photo à 1000 francs. On a eu 300 balles de budget pour acheter des costumes, des moustaches et des perruques. Et on est parti comme ça. Et alors, après, vous êtes passé sur 26 minutes? C'était dans la continuité? Vous avez fait un bond gigantesque. Ça commence en 2011, mais pour la faire courte, parce qu'on n'a pas toute la soirée. En gros, l'émission de radio dure 3 ans, 3 saisons. 550 sketchs. Voilà, tous les matins de 6h à 9h à l'antenne, avec 7h50. Tous aussi bons les uns que les autres? Pas du tout, il y a 2-3 perles, beaucoup de merde. Énormément de déchets. Énormément de déchets. Mais notamment sur 500, 500 c'est normal. Donc 3 ans de matinale, ensuite parallèlement à la fin de la matinale... Un spectacle qui tourne durant 1 an et demi. Et qui est un développement de la chronique. La chronique est là la scène, et on tire la chronique qui durait 120 secondes, un peu plus que 120 secondes quand même, il faut l'avouer. Elle le double à peu près, oui. Sur 1h30, avec un spectacle où les codes... Un peu plus qu'une heure et demie, 2 heures à la fin. À la fin, on faisait beaucoup d'heures-pistes. Avec le même code, c'est-à-dire moi en blanc qui reçoit des invités qui nous parlaient de la Suisse. Et on en a fait pas mal de ces spectacles, on a tourné pendant 1 année et demie, 2 ans. Ah oui, 1 an et demi, on a fait 145 dates, 80 000 spectateurs, ce qui est juste... Mais comment on fait pour vous renouveler? On ne se renouvelle pas, on fait toujours la même chose. Toujours la même chose. Et ça marche, et les gens... Très embêtant, mais ça. toujours un peu différemment. Voilà. Clairement. Et les gens, ils sont là et... Mais je crois qu'on va passer sur une vidéo de 26 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que ça va être un très bon exemple de ce qui s'est passé, ou en tout cas qui est représentatif de ce que vous avez fourni dans 26 minutes. Vidéo. Punchline.
J'ai lu que la rémunération horaire pour un avocat établi à Genève était d'au moins 100 francs supérieur à ce qui se pratique à Lausanne. Oui, chez nous, c'est 350 balles de l'heure. Pourquoi cette différence? C'est la différence entre les avocats des villes et les avocats des champs. Ok. Mais bon, Et c'est moi qui filou. vous gagnez beaucoup d'argent, maître. Ouais, moi, l'année Bardet. passée, j'ai fait 220 000 balles de revenus d'activité indépendante. Ouais. Sur un chiffre d'affaires de 505, comme je vous dis, je suis 350 balles de l'heure. Voilà. Je me plains pas. Vous mais naviguez, comme je dis- vous naviguez dans les mêmes eaux, à peu près. Je ne crois pas que je barbote dans cet étang-là. Donc, vous gagnez de l'argent. Oui, mais je dois dire, il y a des frais quand même. Il y a des- Il y a des frais. Comme je l'ai dit, mon chiffre d'affaires était de Oui. 500 et quelques, Ouais, ouais. donc il y a une grosse partie de frais. C'est vrai pour vous aussi, maître Bonan. Vous avez combien d'esclaves qui travaillent pour vous dans la préparation? Je n'ai pas des esclaves, j'ai des collaborateurs reconnaissants. Et heureux de vivre dans l'ombre d'un grand homme. Quand même, hein. Et ils sont nombreux à préférer mon ombre à leur pâle soleil. D'accord. Ah oui, les gens applaudissent alors qu'il n'est pas là. Donc même, il était là l'an dernier, hein. Il était là l'an dernier. Oui. Ouais, donc il trouve encore le moyen de revenir une deuxième fois. Oui, il revient, mais on fait On le beaucoup fout dehors et il rentre Et par la d'ailleurs, fenêtre. pour faire un lien, samedi soir, vous avez eu René Prêtre, donc il y a 2 jours. Oui. Enfin, vendredi, vous tournez le vendredi. Oui. Et c'est le grand écart entre discuter avec Maître Bonan et avoir René Prêtre qui est tellement proche de la vie et de la mort. Enfin, je veux dire, de traiter des sujets comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à trouver le bon filon? Parce qu'avec René Prêtre, on peut aussi déraper méchamment. Mais c'est la chance de cet exercice hebdomadaire, c'est les rencontres hyper variées qui nous sont offertes. On va dire le fil conducteur, le moteur et l'actualité. Donc les gens peuvent être des avocats, des sportifs, des hommes politiques, des. Et comment vous les chirurgiens choisissez? cardiaques. C'est l'actualité de C'est la semaine? l'actualité. Alors l'exemple de René Prêtre n'est pas le meilleur puisqu'on a. Son livre est sorti il y a un mois, donc on a essayé à la sortie de son livre de l'avoir. Il était pour plein de raisons d'agenda pas disponible, donc on l'a pré-booké, enfin planifié. Mais la plupart du temps, comme ce samedi par exemple, on n'a pas encore notre invité. Si vous avez une idée Quelqu'un a d'ailleurs, une idée, Levez la main. non mais enfin pas forcément vous, mais si vous avez une idée d'invité. sur le VRA, il est pris, ouais, on il l'a est pris, appris, malheureusement. il est pris, ouais, donc, Il veut pas venir. Et puis il y a des contraintes, il faut que ce soit dans Il veut pas l'actu, il ne faut venir. pas qu'il soit déjà venu. Enfin, on a eu 65 bientôt. Donc on va essayer Il faudrait d'éviter peut-être donner une adresse, une petite adresse email là, que nos Alors oui, vincent.veillon@gmail.com ou vincent@avrac.ch. Voilà. avant- Parlez-en à vos amis. Voilà, si vous avez des idées d'invités. Vous voyez qu'ils sont en panne, hein, comme Vous, quoi ça par arrive. exemple. Et puis, donc, choix de l'actualité, vous cherchez un personnage, mais il y a le deuxième choix, c'est les personnages que vous jouez. Oui. Et comment est-ce que vous les choisissez? Souvent, ça se fait le vendredi. Comme les guérisseurs, on pourrait avoir nos petits secrets aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ça se fait souvent assez tard, à la dernière minute, parce qu'on est un peu en flux tendu durant toute la semaine, le début de la semaine étant dévolu à la production des séquences, tournage, montage, post-production, écriture aussi évidemment avant. Et puis après, on a plein de petites choses sur la tablette durant toute la semaine. Donc l'entretien, la partie dont vous venez de voir un extrait, se prépare généralement un peu à la dernière minute. Parfois à la toute dernière minute, ça nous arrive de retoucher encore notre grille d'entretien lorsque l'invité arrive. Mais disons, le choix du personnage est induit par la direction, le parcours qu'on a envie de faire avec l'invité. D'ailleurs, on le prépare un peu avant l'enregistrement, on lui explique ce qu'on a envie de faire. Là, pour reprendre un exemple concret de René Prêtre, on s'était dit d'abord, est-ce qu'on met en face de lui un collègue, un grand chirurgien qui va pouvoir essayer de le toiser? Puis finalement, on s'est dit, bah non, on s'est dit, mais on a un personnage qui existe, qui fume des clopes à bon cours, Il vient du même des bled. problèmes de bouche. On s'est dit, il s'appelle Prêtre aussi, donc on s'est dit, on part sur le filon. Magnifique. Jurassien. Les racines et tout ça. Et puis, parallèlement à ça, on a lu le bouquin durant la semaine qu'il a écrit quand même, et on a pu du coup parsemer l'interview de petits éléments, comme si ce personnage avait vraiment été son camarade de classe. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que l'émission se tourne comme un live. C'est un direct. Ouais, c'est en condition directe. On démarre à 8h le vendredi. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Ouais, ça vous intéresse d'y assister une fois. C'est ouvert. Le Club Chaudron 18, c'est au sous-sol de la Tour Galfetti.
cette espèce de bâtiment en damier commis par le beau-père du futur Président de la République. du futur président non élu. C'est le beau-père de Manuel Valls qui a construit ce bâtiment. Et Rien à voir avec les pierres de Valls. oui, ça s'écrit différemment, Ouais, pas de sujet. qui sont plus jolies. Oui, Peter oui. Zumthor, meilleur architecte que M. Galfetti. Enfin bon, le vendredi c'est sûr. soir, si vous C'est avez dans envie cette d'aller cave, voir, c'est dans cette cave que c'est ça possible. s'en fait. Oui, c'est en condition Pourquoi il dit directe. Parce qu'il disait c'était en condition directe. Oui, c'est en fait c'est simplement un héritage de la radio, parce qu'à la radio, on n'avait pas de filet. Et parfois, on en enregistrait des 120 secondes qui étaient de toute façon plus compliquées à concrétiser, parce que quand on sait qu'on peut s'arrêter, forcément, la fin de phrase était On pas enregistrait dans le sens où on n'était pas en direct. Parce que Ouais, Ouais. Est-ce qu'une fois, vous avez quand même dû l'interrompre? Oui, une fois on a dû nous interrompre parce qu'il y a eu un problème technique. C'est arrivé 2 fois sur 65 émissions. Et sur ces 65 émissions, il y en a 2 qui ont eu lieu en direct. L'une, c'était en juin pour une émission en format un peu plus long sur le football, et une autre, parce que pour des questions techniques, les moyens techniques, le bus d'enregistrement n'était pas disponible le vendredi, donc on a dû faire en direct le samedi. Et c'est la seule fois où le prompteur de Vincent est tombé en panne 10 secondes avant le direct. Donc ça fait attention, antenne dans 10 secondes. Puis là, le type qui fait le prompteur dit il y a un bas, ça marche il y a une photo vachement bien où il y a un assistant qui active le prompteur qui est vers Vincent comme ça. Puis Vincent qui est comme ça. Tu te démerdes. Et puis ça fait OK, 3, 2, 1, générique. Heureusement, il avait imprimé son texte et donc il a assuré comme. Vendredi. Quoi? Samedi soir, pour moi, il y avait une question qui se posait par rapport au traitement de l'actualité, c'est où est la limite? Oui. Samedi soir, vous êtes allé relativement loin. Pourquoi? Vous parlez Avec Thomas Wiesel. Pourquoi? Absolument pas, parce que c'est vrai que de voir 2 hommes s'embrasser, c'est une évidence. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, Quelles ont été les réactions? Il y a un peu 2-3 homophobes qui ont réagi, mais on s'y attendait. Sur Facebook, on a lu le mot répugnant ce matin, c'était assez marrant. On s'est dit, c'est répugnant. Donc 2 hommes qui s'embrassent, c'est répugnant. Mais une femme, ça ne l'est pas. Voilà. Non, mais il faut dire que. Bon, elle était un peu deck. C'était une grosse pelle. Hein. Ouais, elle était bien gourmande. Elle était gourmande, oui. Elle était un peu répugnante. C'est peut-être la pelle, au-delà du fait que vous êtes 2 garçons. Oui, si tu étais une femme et un homme, peut-être que les réactions. Mais je pense pas. Là, en l'occurrence, il y a une réaction qui dit on fait de la promotion de l'homosexualité. Si je savais pas qu'il y avait besoin de promouvoir cette maladie, non, mais c'est pas ce que je pense. Je pense que c'est ce que la personne qui a réagi pense. On peut promouvoir. Enfin, c'était voilà. Et donc, mais oui, comment vous trouvez, où est le bon sens, où il n'est pas? Il y a plusieurs choses. La première chose, on parle du bon sens, on donne souvent cette réponse. C'est vrai qu'il est très subjectif. Le bon sens, le bon goût. Ouais, voilà. Ça, c'est très relatif. Si on faisait cette émission à Mossoul, par exemple, on aurait une autre. Les choses seraient relativement différentes. Ici, on a la chance, la liberté, aussi de la part de la hiérarchie, de nous laisser faire ce qu'on veut. Donc, du coup, on s'auto-responsabilise encore plus. Mais il y a un petit côté provoque dans cette séquence, en effet. Évidemment, jouer avec cette image qui finalement est, selon nous, tout à fait naturelle. Il n'y a pas de... Enfin, homme, femme, 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 homme, homme. Qu'est-ce qu'on s'en fout si les gens sont heureux, on savait qu'on leur la paix. Vous saviez que vous alliez provoquer quand même. Oui. Mais c'est un peu provoquant, puis c'est là, du coup, plaisant en effet, d'être un peu à la limite. Mais il y a quelqu'un qui nous a quand même écrit aujourd'hui, c'est dégoûtant, la prochaine fois, ce sera quoi? Une fellation? Alors, on s'est dit, pourquoi pas. Et donc, samedi, si vous regardez 26 minutes, il y aura un sketch sur le porno. Vincent, c'est avec des levrettes, pas mal. Voilà, mais il y a rien de visible. On voit ni nichon, ni couille. Mais en revanche, on va certainement mettre un carré rouge. C'est vrai qu'à part ça, il y a des gens peut-être qui regardent ça avec des enfants. Elle passe quand même à 20h. Alors expliquer ce qu'est l'homosexualité à ces enfants, je pense que c'est tout à fait normal. Après, expliquer ce qu'est un cuni, une fellation, tout ça, peut-être plus difficile. Ça peut être un peu tôt pour certains parts. Mais je suis pas sûr. Et puis le corollaire à ça, il y a une tendance à l'ascension pour continuer à avoir du succès, continuer à se différencier, ou bien vous êtes toujours dans la même ligne depuis le début? Mais je te dis, on fait toujours la même chose. Toujours la même chose. Depuis le début. En changeant un peu d'actualité. Non mais l'évolution, elle est assez naturelle. Et les formats changent peu à peu, mais il n'y a pas de décision radicale de faire... à part quand on arrête un format pour en commencer un autre. Mais sinon, depuis le début, je pense que l'émission a évolué gentiment, peu à peu. Et puis, je pense que naturellement aussi, on essaie de viser la différence entre guillemets, c'est-à-dire que forcément, en observant un peu ce qui se passe, on n'a pas envie d'être
pareil que ce que peuvent faire des gens dans le même Ouais, ou pareil, domaine que nous. ou pareil que ce qu'on a déjà fait, Ouais, nous bien sûr. surprendre nous-mêmes et pas de nous endormir et nous encrouter dans une espèce de routine qui serait en fait assez Il y a- mortifère Il y a par un rapport à danger, là, vous avez l'inspiration. le prime time le samedi soir. Ça peut retomber. Vous Bah avez oui, le bien sentiment sûr, que vous ça êtes- va retomber. Vous êtes au sommet ou ça monte ou... Ça se stabilise un petit peu là. Oh, time's over, il a dit. Dites quoi? L'audimat Non, l'audimat, il est C'est bon, bon. il est très bon, ouais, on est très C'est- contents. c'est Enfin, nous, stable. on s'en fout un peu, mais les Bah, les- les La hiérarchie. sponsors, un peu moins. les sponsors, Pour nous, notre- hein. les sponsors sont contents, paraît-il. Content. Ouais. On est très contents. Ah. Continuez comme Et ça, puis mais le- travaillez bien. Et puis l'entreprise qui vole l'argent des sponsors, donc la RTS est aussi très contente. je crois. Alors ça, c'est votre... Mais pour nous, ça n'a aucun impact, si ce n'est que ça nous fait plaisir que les gens nous suivent. Mais oui, Les l'audience, audiences est stable. Elle se stabilise entre Aujourd'hui, 45 et... On a fait 48 samedi. 48 samedi, 230 000 personnes. Vous voyez le replay aussi après? Les gens Ça, qui ça, regardent c'est que. Non mais ça c'est le service informatique de la RTS qu'il faut Ah, ça, demander. d'accord. Non, on C'est sait difficile de les que. comptabiliser. Donc vous les voyez pas. Ça, Non mais ceux-là- ce qu'on voit, ce qu'on les sait, c'est collègues. qu'entre 20h et 2h du matin, il y a 230 000 personnes, soit 48% de part de marché. Puis après, il y a le web, il y a Facebook, il y a le replay, je sais pas. Et entre vous compliqué. deux, dernière question. Qui est le plus créatif entre vous deux? C'est lui. Mesdames et messieurs, Merci. 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 Vincent, merci. Raphaël Gindra, bonsoir. Bienvenue. Raphaël Gindra est diplômé de l'EPFL, donc c'est un local de l'étape, comme on dirait. Possède un master en génie civil avec une spécialisation en transport. Il est surtout cofondateur de la start-up BestMile, qui a été lancée en 2014. BestMile se positionne aujourd'hui comme un acteur clé de la révolution de la mobilité autonome. C'est un point qui est extrêmement important, et ce, au niveau mondial. Et cette start-up a gagné plusieurs prix, dont le prix Strategis, pour ceux qui le connaissent, en 2016. Mais je crois que le plus important pour qu'on arrive à comprendre ce que fait exactement votre société, c'est que vous nous décriviez votre produit et d'où vous venez. Alors, BestMile, c'est une start-up qui a été basée ici à l'EPFL, qui a été créée à l'EPFL en janvier 2014, donc il y a bientôt 3 ans. Et on travaille avec des véhicules sans conducteur. On développe un logiciel, mais ce logiciel n'est pas installé à l'intérieur du véhicule, donc ce n'est pas le logiciel qui conduit le véhicule, mais c'est le logiciel qui coordonne et qui gère une flotte en temps réel à distance. Donc c'est une sorte de tour de contrôle qui optimise un système de transport. Mais que fait votre tour de contrôle, respectivement le pilotage de cette flotte, et qu'est-ce qui est dans le véhicule? Qu'est-ce qui est embarqué dans le véhicule? Alors le véhicule fait essentiellement 3 choses. Le véhicule connaît très précisément sa position dans l'espace. Le véhicule est capable d'aller de A à B tout seul, et le véhicule est capable de détecter et d'éviter les obstacles. Nous, on entre en jeu au moment où il y a plus qu'un véhicule dans une flotte donnée ou dans une ville donnée, et on coordonne les véhicules. Donc ça peut être un système de transport public où on va gérer les horaires et on va s'assurer que le système fonctionne correctement. Ça peut être un système de taxi où les personnes peuvent appeler les véhicules en temps réel, et donc on envoie le bon véhicule au bon moment, au bon endroit. On gère la batterie et tout ce genre d'optimisation. Et votre logiciel, donc vous êtes une start-up, ce n'est pas uniquement un prototype, et il fonctionne dans certaines zones. Où est-ce qu'il est utilisé en ce moment? Alors en Suisse, notamment à Sion, avec la société Carte Postale, qui utilise ça pour gérer une petite flotte dans le centre-ville, et ce projet a commencé au mois de juin cette année. On est également utilisé dans certains sites privés. Un exemple, c'est une des centrales nucléaires d'EDF en France. C'est un sujet d'actualité. Hein, voilà, qui utilise une flotte de 6 véhicules pour déplacer les employés. Donc il y a toute une série d'applications. Mais le cas de la centrale nucléaire est extrêmement intéressant, et ce n'est pas pour la partie nucléaire, c'est beaucoup plus pour la gestion. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur une flotte autonome c'est relativement grand, c'est un espace qui est assez énorme. C'est tout l'intérêt. Ça fait plus d'1 kilomètre de long, il y a environ 1000 employés selon le moment de l'année.
Et jusqu'à l'arrivée de ces véhicules autonomes, il y avait un bus. Et ce bus faisait le tour environ toutes les 30 minutes. Donc les personnes, en gros, rataient le bus tout le temps et devaient marcher. Et ce temps de marche à l'intérieur de la centrale représentait des millions pour EDF en perte de productivité. Et là, on a remplacé un bus par 6 petits bus d'une dizaine de places. Et donc le système est beaucoup plus performant, les véhicules passent plus souvent. Donc ils choisissent le moment où de la porte A à B selon les besoins, quand les différentes équipes tournent. C'est ça, c'est très flexible, très modulaire. On peut être avec un horaire fixe à un moment de la journée, à la demande à un autre moment. Donc ça s'adapte. Ah, même à la demande aussi. À la demande, ça peut comme un s'appeler taxi. avec un appareil, un smartphone, Exactement. et ainsi de suite. Et donc l'intérêt, c'est de réduire le temps d'attente et d'avoir toujours le véhicule au bon endroit au bon moment. Exactement. Et vu que c'est géré par des algorithmes, on peut optimiser ce genre de choses. Ah, ça devient extrêmement intéressant. Et toute la partie autonome, qui est assez phénoménal, c'est qu'on parle quasiment plus que de véhicules électriques. Oui, c'est tout simplement plus facile à conduire par un ordinateur. Sur un moteur électrique, c'est une consigne et ça donne la vitesse. C'est plus facile qu'un moteur beaucoup plus explosion. beaucoup plus facile. Intéressant. Et puis du coup, dans la gestion, c'est vous aussi qui gérez avec votre software quand le véhicule doit être rechargé ou pas, et ainsi de suite? Alors oui, d'un côté, le véhicule électrique est beaucoup plus facile à conduire, il est beaucoup plus complexe à gérer en tant que flotte. Imaginez, vous avez 1000 véhicules dans une ville, ces véhicules ont une batterie qui tient 8 à 10 heures environ, donc vous ne pouvez pas utiliser les 1000 véhicules tout le temps. Donc vous devez être intelligent dans la façon de gérer votre parc de véhicules et décider à quel moment chaque véhicule doit revenir au garage. Mais donc, en fait, votre entreprise, elle propose un software. Vous avez quasiment que des développeurs. C'est que du software. Donc, alors, on a aujourd'hui quelques vendeurs. On est en train de grandir en Suisse et aux États-Unis pour commercialiser cette technologie. Mais oui, c'est que du software. Et pourquoi les États-Unis? Tout simplement parce que la majorité des constructeurs automobiles mondiaux développent ou testent des véhicules aux États-Unis. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment un choix, on doit être là-bas. San Francisco. Donc, et là, vous avez ouvert une antenne. On a déjà un bureau avec un employé, ce bureau va passer à 5-6 employés très vite. Et aujourd'hui, vous êtes combien en tout dans votre... À peu près 25. Et au niveau financement, c'est solide, ça tient bien? C'est des investisseurs, donc on a la chance d'avoir le soutien d'investisseurs. On a fait notre premier tour de financement au mois de juin cette année. Et voilà, ça continue. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Et en tant que CEO, je pense que ça vous prend beaucoup de temps quand vous avez comme ça des rondes de financement. Ça prend énormément de temps. Quand on fait une ronde de financement, c'est entre 3 et 6 mois full-time, on fait que ça. Oui. Ce qui est assez vicieux, c'est le moment où on lève de l'argent, c'est le moment où on veut avoir le plus de résultats, mais c'est souvent le moment où l'entreprise est la moins bien gérée. Et même en dehors des rondes de financement, ça prend facilement un quart, un tiers du temps. Je vous propose de regarder un exemple concret avec le pilote qui se déroule encore d'ailleurs à Sion. Vidéo. Je crois que c'est l'exemple le plus représentatif qu'on ait à l'heure actuelle en Suisse, mais
Là, on a l'impression que c'est dans un parc fermé, mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment? Non, là c'était une petite démonstration qui a eu lieu il y a déjà plus d'une année, donc c'était en décembre l'année dernière. À ce moment-là, Carte Postale n'avait pas encore toutes les autorisations, donc la zone avait été fermée. Mais aujourd'hui, les véhicules roulent au centre-ville, dans la zone piétonne. Un tiers du parcours se fait même sur route ouverte, donc ces véhicules sont capables de rouler de manière totalement sûre. Donc c'est un parcours, on dit, mais productif, c'est vraiment quelque chose de réel, on n'est plus dans la phase pilote où on met des voitures sur un circuit. Exactement, là on est sur la phase réelle, alors ça s'est un peu transformé en attraction touristique, ce qui n'était pas forcément le but initial, mais au final c'est une vraie exploitation quotidienne, ouverte au public, et ça dessert une zone qui n'est pas couverte par les transports publics. Et c'est plus facile de gérer des zones fermées comme la centrale nucléaire, ou les zones ouvertes posent de nouvelles questions, de nouveaux défis? Les zones ouvertes posent forcément le défi des autorisations, donc c'est un petit peu plus long à mettre en place au début, mais technologiquement, il n'y a pas de grande différence. C'est sûr que si on va au centre-ville d'une ville comme Tokyo, New York, ça devient très complexe parce qu'il y a des feux rouges, il y a beaucoup de trafic, mais on y va étape par étape et on s'approche de ce genre de choses. Et puis, à Sion, ils ont eu apparemment, je crois, une porte de véhicule qui a été emboutie. J'imagine que ce n'est pas votre software, bien sûr, on est dans le niveau de la sécurité du véhicule, mais ceci étant, on a relativement peu. Le niveau de sécurité est excellent de ce genre de véhicule. Il est très élevé, donc le véhicule a d'innombrables capteurs, le véhicule réagit très très vite, beaucoup plus vite qu'un humain, mais on est quand même au début de cette technologie, donc il y a forcément des petits bugs, des petits cas limites qui n'ont pas forcément été prévus d'avance, mais on est toujours dans des accidents mineurs. Et statistiquement, c'est plus fiable qu'un être humain, que moi au volant? Oui, largement. Ah je vous remercie. Hein. Ouais. C'est bon pour l'autocritique, mais je pense... Honnêtement, oui? Non, honnêtement, très clairement. Oui, très clairement. Très clairement. Parce qu'il y a quand même cette peur de se dire, mais celui qui va programmer la machine, que ce soit votre software ou la sécurité dans le véhicule, lui, il va décider, entre guillemets, qui va être blessé, voire survivre, voire ne plus être là. Bon, il y aura des certifications très certainement à ce genre de problème. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 1,2 million de morts sur les routes par année. Ça fait quand même quelque chose. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Ça fait environ 3000 par jour, sauf erreur. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Et la majorité de ces erreurs-là sont dues à une erreur humaine. Si à l'opposé, vous regardez la Google Car, qui est quand même un des exemples les plus aboutis, aujourd'hui, Google, les employés de Google doivent reprendre le contrôle de ces véhicules, parce que le véhicule fait une erreur, tous les 2 millions de kilomètres. Ce qui est quand même très faible. Tous les 2 millions de kilomètres. Et une Tesla, c'est à peu près 20 km maximum. Donc on voit qu'il y a différents types de technologies, mais le véhicule vraiment 100% autonome atteint un niveau de fiabilité très élevé. Et puis la deuxième question en termes de sécurité qui nous occupe tous de plus en plus, c'est la sécurité des données. Je veux dire, comment est-ce que vous gérez une flotte, donc en fait vous êtes essentiellement à distance, vous pouvez le faire depuis Lausanne ou depuis où vous voulez, et c'est une flotte qui se situe complètement ailleurs. Et cette partie-là, au niveau de la sécurité, comment est-ce que vous prévenez? Bon, ça reste un enjeu principal, et que ce soit nous ou le constructeur du véhicule, on doit avoir ça en tête, je dirais, quotidiennement. Mais après, on se base sur des technologies éprouvées qui datent de quelques années. Ce n'est pas à nous de développer, je dirais, une nouvelle technologie de cryptographie ou une nouvelle technologie de sécurité. Donc on se base sur ce qui existe. Évidemment, on peut toujours faire plus et mieux dans le monde de la sécurité. Vous basez sur des choses qui existent, exactement, qui sont fiables, qui sont en guillemets solides et avec le maximum de sécurité possible. C'est ça. Je dirais que les hackers ont souvent un pas d'avance sur nous, mais ça c'est encore une autre histoire. Et puis, ce qui m'a beaucoup surpris en regardant les flottes autonomes, c'est qu'on voit apparaître des gens qui ne sont pas des constructeurs automobiles et qui viennent de mondes complètement différents. Qu'est-ce que vous observez dans ce paysage de la mobilité, de la nouvelle mobilité? Il y a différents types d'entreprises. Il y a aujourd'hui des entreprises de taille relativement modeste ou des PME, des startups qui fournissent des navettes telles que celle qui est utilisée à Sion par Carte Postale. Mais en parallèle de ça, vous avez tous les gros acteurs de l'industrie automobile qui développent d'une manière ou d'une autre leur version du véhicule autonome. Vous avez des entreprises de technologie comme Uber ou comme Google. Donc ça devient une énorme course et c'est un peu à qui sera le plus rapide. C'est plus l'industrie traditionnelle telle qu'on la connaît qui est en train de se développer. Là, les acteurs viennent de partout. Viennent de partout, mais les gros acteurs industriels, les Ford, General Motors, Audi et les autres, sont là. Ils sont toujours là. Et construire beaucoup de véhicules de manière fiable, ça reste très difficile. Tesla est encore très loin du compte et on ne parle même pas de Google et des autres. Donc, les gros acteurs de l'industrie automobile ont une grosse carte à jouer. Et comment est-ce que vous voyez cette mobilité du futur? On peut prendre un horizon 5 à 10 ans ou même plus loin. Comment est-ce que vous l'imaginez?
Ce qui va beaucoup changer, c'est que ça ne fera plus de sens pour monsieur et madame tout le monde d'acheter et de posséder une voiture. Ça deviendra transport à la demande, un peu comme les transports publics, mais ça sera des transports publics beaucoup moins chers, beaucoup plus flexibles, du porte-à-porte. Donc un système de taxi très bon marché, et tellement bon marché que ça fera plus sens d'acheter et de gérer vous-même votre voiture. Donc l'idée d'acheter un abonnement où j'aurai un certain nombre de choses incluses. Exactement. Il y a déjà des modèles comme ça qui existent à Helsinki. On peut avoir toute la partie, par exemple, abonnement de train régionaux, plus encore des minutes de ce qui est leur mobility locale et ainsi de suite, du taxi même rajouté. Est-ce que c'est ces modèles-là qui vont arriver? Ce sera exactement ce modèle-là, avec très certainement encore un prix plus faible, qualité de transport plus élevée, vu qu'on pourra avoir plus de véhicules qui vont à plus d'endroits, et tout ça pour un coût d'exploitation assez modeste. Donc l'idée, c'est d'imaginer, c'est de planifier son trajet porte à porte. Exactement. Et de combiner les différents modes de transport. C'est ça, des petits véhicules si vous souhaitez payer un prix un tout petit peu plus élevé, donc plus proche d'un taxi, des véhicules un peu plus grands qu'on partagera si on est dans un mode proche du transport. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce parc automobile qu'on a aujourd'hui? On a de belles voitures, de voitures sympathiques, on a aussi des old-timers, enfin, j'entends. Comment on va mélanger tout ça? Mais ça va être des flottes mixtes durant très très longtemps. Il faut garder en tête qu'en Suisse, on a des villes quand même petites, on est dans un cas de figure assez favorable. Mais si on regarde toutes les grandes villes à travers du monde, je veux dire des Paris, des New York, des San Francisco, des Tokyo, c'est un cauchemar déjà aujourd'hui de posséder sa voiture, malheureusement. Sur l'arc lémanique des fois Oui, bien sûr, mais on reste quand même dans une échelle plus petite, et puis petit à petit, ces véhicules arriveront en fin de vie et seront remplacés par des flottes. Mais ça veut dire, on part sur un principe que pour 10 ans, c'est un développement petit à petit, souple. Voilà, les 5 prochaines années, c'est des projets pilotes de plus en plus grands, de plus en plus complexes, avec les premières grosses exploitations commerciales. Et après, difficile de le dire, beaucoup d'études regardent entre 15 et 20 millions de véhicules en 2025, quelque chose comme ça. 15 et 20, au niveau mondial. Sur combien de véhicules en tout? 1 milliard. Donc on est vraiment encore assez loin du compte, mais ça viendra dans certaines villes, dans certains pays, et ça finira par prendre la place. Et vous pensez que le législateur peut avoir un rôle fondamental là-dedans? C'est plus un trend, ou ça sera plus une histoire d'avantages que les gens auront concrètement? Les deux. Aujourd'hui, les véhicules autonomes sont devenus un emblème d'innovation pour les pays. Et les pays commencent à se créer une compétition entre eux pour être le premier, le plus beau à celui qui fera. Et ça, forcément, ça nous profite, parce que les autorisations sont de plus en plus faciles à obtenir. Mais vous gérez surtout des flottes complètes de, je pense surtout, vous avez beaucoup parlé de bus ou de transport public, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce que vous faites peut être étendu à l'ensemble des véhicules qu'on pourrait avoir? Enfin, je veux dire aussi le parc de Tesla, pour prendre un exemple. Tout ce qui a 4 roues et qui roule au sol et qui est automatisé peut être géré par notre plateforme. Donc ça peut être des petits robots de livraison, ça peut être des camions, ça peut être des gros bus, des petites voitures. C'est très flexible. C'est large, hein. C'est extrêmement large. C'est extrêmement large. J'aurais une dernière question pour vous, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? J'ai mon permis de conduire. Vous avez une voiture? Que j'ai achetée il y a une année pour le travail. Pour le travail. Raphaël Gindra, grand merci pour ces éclaircissements sur la mobilité. C'est le futur. Merci. Bonsoir Béa Johnson, bonsoir. Béa Johnson est originaire d'Avignon, vous l'entendrez tout de suite à son charmant accent. Je ne peux pas le cacher. Non, il est resté. Hein. Et elle a longtemps vécu selon le mode de vie américain, un mode de consommation relativement poussé. En 2006, elle a choisi avec sa famille de complètement changer son mode de vie. Le strict nécessaire suffit à leur quotidien et ils adoptent le mode de vie, et c'est vraiment un mode de vie, c'est un point qui est important, dit zéro déchet. Et puis, depuis lors, ils réussissent à ne produire
qu'1 litre de déchets par année, mais je viens d'apprendre que c'est encore moins. Imaginez ce que c'est 1 litre. Et en avril 2013, elle a sorti son livre traçant son expérience, un best-seller mondial appelé Zéro déchet. Et je crois que le plus important, Béa, pour qu'on comprenne d'où vous venez, c'est pourquoi vous avez fait ce choix-là. Ben en fait, le mode de vie zéro déchet nous est venu tout à fait graduellement. En 2006, on habitait en dehors de San Francisco. On habitait dans une maison qui était localisée dans un cul-de-sac. Donc, il fallait prendre la voiture pour aller partout, que ce soit aux écoles, restaurants, magasins. Et donc, on a voulu se rapprocher d'un centre-ville pour avoir toutes ces choses-là à proximité, pouvoir y accéder à pied ou à vélo. Mais avant de trouver la maison idéale dans le centre-ville qui nous intéressait, on a loué un appartement et on y a déménagé rien qu'avec le nécessaire. Et là, on a eu une épiphanie. On s'est rendu compte que lorsque l'on vit avec moins, eh bien, d'un seul coup, on a plus de temps entre ses mains pour faire ce qui nous est important. Et quand on a trouvé donc la maison idéale dans ce centre-ville qui nous intéressait, on a tout sorti du garde-meuble. Et là, on s'est rendu compte que 80% des biens matériels qu'on y avait mis ne nous avaient pas du tout manqué pendant tout le garde-meuble. Donc oui, en gros, vous avez mis en tout cas la moitié de ce que vous avez. Plus de la moitié, oui. Plus de la moitié. Et ensuite, quand on a tout sorti, ben là, on a commencé à se désencombrer. Et c'est grâce à cette simplicité volontaire que l'on a eu du temps pour nous éduquer sur les problèmes de l'environnement. Donc on a regardé des documentaires, on a lu des livres sur la question, on a même regardé Wall-E. Je trouve que c'est un super film qui nous montre un petit peu vers quoi on se dirige. Si on ne change pas notre façon de consommer. Et là, on a eu envie de changer notre façon donc de consommer. Mais vous êtes allé jusqu'au bout de l'exercice. Il ne s'agissait pas uniquement de vider votre garde-meuble ou de votre maison. Ça s'est aussi traduit au quotidien. Oui, donc en fait, au départ, tout simplement, on s'est désencombré. Ensuite, on a fait attention à notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau. Mais ensuite, je me suis tournée vers nos déchets. Et là, j'ai essayé de trouver des alternatives zéro déchet. Je suis passée par des extrêmes, bien sûr. D'accord. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut adopter ce mode de vie. Ça se traduit comment au quotidien ? Bien en fait, pour adopter un mode de vie zéro déchet, tout simplement, on s'est rendu compte que notre équilibre, il est basé, où il se repose sur 5 règles que je décris dans mon livre. Donc, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin, de réduire ce dont on a besoin, de réutiliser en remplaçant tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable et en achetant d'occasion si on a besoin d'acheter un bien matériel. Ensuite, de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser. Et en fin de compte, il y a ROT, qui est composter le reste. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais ça se traduit, alors là, vous avez amené votre pot. Là, on est, alors, il faut que vous le présentiez, hein, c'est un demi-litre. Oui, donc c'est un demi-litre cette année. Donc ça, c'est nos déchets, donc pour ma famille de 4, entre octobre 2015 et octobre 2016. Ça. Mais je sais ce que vous pensez, hein, je sais ce qu'ils pensent aussi. Hein. Oui, c'est ça. Je suis sûre qu'elle en jette chez les voisins. Je suis sûre qu'il en jette dans les poubelles municipales ou qu'elle en enterre. Croyez-moi, si j'avais entendu parler d'une famille zéro déchet il y a 10 ans, je me serais dit la même chose. Mais je suis particulièrement impressionné parce que même en faisant attention, on arrive quand même très facilement avec une famille à, je sais pas, 30, 40, 50 litres par semaine, sans compter ce qu'on mange ailleurs. Enfin, je veux dire, et on parle de ça à la semaine, on parle pas de ça à l'année. Donc, je veux dire, ça va très loin. Mais j'ai pas l'impression, quand vous en parlez, qu'il y a la moindre privation là-dedans. Non, pas du tout. Le mode de vie zéro déchet, c'est tout le contraire de ce qu'on peut s'imaginer. Bon, d'une part, on est là pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être des hippies poilus, décoiffés et d'habiter en pleine cambrousse. Et je n'ai pas de poil aux pattes non plus. Je fais exprès de mettre une jupe pour vous montrer. Mais aussi, beaucoup s'imaginent que ça va coûter plus. Ce n'est pas le cas non plus. On s'est rendu compte que ça nous économise 40% sur notre budget total. Ça ne prend pas non plus de temps. Ça nous économise du temps puisque, bien, par définition, la simplicité volontaire, elle n'est pas là pour vous la compliquer. Elle est là pour vous la simplifier. Mais au quotidien, je veux dire, quand on va faire nos courses, je veux dire, on n'a pas accès aussi facilement à, je sais pas, par exemple, parler de zéro déchet, ça veut dire pas d'emballage. Qui dit pas d'emballage dit achat en vrac. C'est en train de se développer, mais on est encore loin du compte.
Oui, en fait, le livre et mes conférences et le blog ont lancé un mouvement global. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui font cela à travers le monde, mais il y en a d'ailleurs certains qui ont même choisi d'ouvrir des magasins de vrac, tels que chez Mamie, donc qui est un magasin qui était inspiré de mon livre. C'est un couple qui l'a ouvert d'abord à Sion et maintenant c'est une franchise et il y en a un qui vient de s'ouvrir à Lausanne. D'ailleurs, j'étais cet après-midi pour faire des dédicaces. Mais le vrac, en fait, ce n'est pas juste ce que l'on va trouver dans ces magasins bio ou ces étalages de distributeurs. Pour nous, le vrac, c'est tout ce qui est disponible sans emballage. Donc, ça va être le boucher local, le marché de producteurs, les AMAP, la boulangerie. Et vous en avez de superbes de boulangeries. C'est un compliment. Pour d'une Française, c'est un compliment. Hein. On prendra ça comme un compliment pour nos boulangers. C'est la preuve. Mais cette notion de privatisation, ça veut dire... Globalement, vous n'avez pas l'impression de vous priver et vous avez plus de temps pour votre famille. C'était un des messages quand on a discuté ensemble qui était très fort, c'était de dire j'ai eu beaucoup plus de temps pour mes enfants, pour mon mari, pour faire d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous a conduit ou qui continue à transpirer de votre expérience? Oui, il faut bien sûr comprendre que lorsque l'on a moins, que ce soit moins de déchets, moins de biens matériels, on a moins à ranger, on a moins à nettoyer, on a moins à stocker, ensuite on a moins à séparer, à trier, et on n'a plus à remplir un sac de poubelle, lequel il faut s'y acheter pour le mettre sur le trottoir, qu'il se fasse vider, ramener le contenant, etc. Ça, c'est une activité que l'on n'a plus à faire. Il faut savoir qu'en fait, le meilleur avantage de ce mode de vie, c'est que l'on découvre une vie qui est basée sur les expériences et non les biens matériels. On a découvert une vie qui est basée sur le verbe être et non avoir. Et pour nous, c'est ça qui rend bien la vie plus riche. Mais au moment du déclic, c'est vous qui l'avez eu, c'est votre mari, ou c'était une décision, je sais pas, implicite, sans s'en rendre compte ou... En fait, voilà, j'ai commencé à réduire mes déchets et un jour, je suis tombée sur le terme zero waste, qui à ce moment-là était utilisé pour décrire des pratiques industrielles de fabrication ou de pratiques de gestion des déchets à l'échelle municipale. Mais pour moi, disons, j'ai eu l'ampoule qui s'est allumée dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire à l'échelle domestique. Si l'objectif n'est pas zéro, à ce moment-là, quel est l'objectif? Est-ce que c'est un petit peu moins de déchets, moyennement de déchets, alors que lorsque l'on a zéro en tête, d'un seul coup, là, vous pouvez pousser les choses au maximum. Mais c'est là que vous enlevez les œillères et vous découvrez un monde qui est tellement meilleur que vous ne vous imagineriez jamais retourner en arrière. La motivation, elle n'est pas écologique, elle est ailleurs. Voilà, alors au départ, nos motivations, c'était des motivations écologiques. On a voulu faire ça ou changer notre façon de consommer en voulant créer un meilleur futur pour nos enfants. Mais aujourd'hui, cela va bien au-delà. C'est parce qu'on a découvert une vie donc, qui est plus saine, qui fait de grosses économies de temps et d'argent. C'est ce qui nous y tient aujourd'hui. Et comment ont réagi vos enfants? Pour nos enfants, le mode de vie zéro déchet, il est complètement normal, automatique. Ils ont vécu aujourd'hui plus longtemps sans déchets qu'avec. Donc, ce que l'on fait maintenant, ils ont 15 et 16 ans. Donc, voilà, il y a une dizaine d'années, c'est quand on s'est lancé donc, vers un mode de vie simple. Ensuite, on a adopté le zéro déchet. Mais quand on demande à mes enfants qu'est-ce que ça fait de vivre un mode de vie zéro déchet, c'est comme demander à un enfant d'un foyer normal, qu'est-ce que ça fait de manger des céréales en boîte? Il va vous regarder, je ne sais pas ce que tu veux dire. Pour mes fils, c'est pareil, pour eux, c'est complètement normal. Et puis les réactions autour de vous, vos amis, ils ont suivi, il y a eu de l'intérêt, beaucoup de questions, comment ça se passe? Ils ont été sympas, ils ne nous ont pas appelés des hurluberlus ou quoi que ce soit. En fait, nos amis respectent notre mode de vie, tout comme on respecte le leur si on va chez eux. Si un bol de chips, je ne veux pas leur dire non, je ne veux pas manger tes chips parce que je sais que tu les as achetés emballés. Bien au contraire, je vais me jeter sur les chips parce que c'est pas quelque chose que j'achète. Mais voilà, donc pareil honnête, avec. Au moins, comme remarque, c'est très honnête. C'est très honnête. Oui, mais je n'ai rien à cacher et c'est ça en fait. Je suis là pour casser les a priori qui sont liés à ce mode de vie. C'est le but des conférences que je donne à travers le monde et surtout être complètement transparente et partager le maximum de nos expériences. Mais ça, donc vos amis l'ont accepté ou ils ont plutôt eu des questions ou ils ont suivi? Nos amis, en fait, déjà nos amitiés ont changé au fur et à mesure, ou disons les relations que l'on avait, les relations amicales.
Les relations que l'on avait avec des gens qui avaient une vie basée sur le verbe avoir et non être, ces relations-là se sont effacées, alors que les amitiés, ou les amis qui partagent les mêmes valeurs, ces amitiés-là se sont renforcées. Donc les gens qui prennent du temps, le partage. Exactement. Du temps Donc ensemble, etc. aimer la bonne bouffe, les liens, les bons moments ensemble, une vie tout simplement où ce qui est important, bien c'est le relationnel plus que les biens matériels. Et pourquoi avoir décidé à un moment donné de propager cette nouvelle, puis ce mode de vie? Ça a été un choix, c'était un risque quelque part? Oui, c'est déjà de s'exposer parce que on a eu une cinquantaine de différentes chaînes de télé qui sont passées à la maison, jusqu'à regarder ce qu'il y a dans mon panier où j'ai mes slips. Là, j'aurais dit, ok, vous allez peut-être un peu trop loin. Mais voilà, on est là vraiment pour ouvrir notre porte et vraiment montrer tout ce qu'on fait. Mais c'est sûr que on s'expose là à tout un tas de critiques. Lorsque le premier article est sorti sur nous, c'était dans le New York Times en 2010, il n'y avait aucune image donc, pour montrer comment on vivait. Alors là, les commentaires étaient monstrueux. Il y avait des gens qui disaient qu'on en faisait trop, il y en a qui disaient qu'on n'en faisait pas assez parce qu'on prend l'avion, parce qu'on utilise du papier toilette ou qu'on mange de la viande une fois par semaine. Donc voilà. On s'est dit, après tout, on a relativisé, on s'est dit, on se trouve juste entre les deux. Donc on estime que on doit faire ce qui est bien pour nous. C'est ce qui est important. Ce que vous avez fait en plus, vous avez illustré, vous avez montré votre quotidien. Je pense que les gens peuvent imaginer qu'il n'y a rien chez vous, mais ce n'est pas le cas. On est minimaliste, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand les copains de mes fils arrivent chez nous, ils disent « Waouh, c'est super futuristique chez toi !» Parce que c'est vrai qu'on est... c'est un peu la navette Star Trek. Hein. C'est sobre, mais justement, c'est une vie riche qui a fait place à tout ça. On a pu faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire en famille. On a fait de l'escalade sur glacier, du tube entre deux continents, on a passé la nuit sous l'océan, on a fait kayaking, canyoning, co-steering, tous les trucs qui finissent en ing. On a pu vraiment découvrir des choses hallucinantes. Et c'est vraiment ce qui a renforcé les liens familiaux. Et je dirais, c'est justement ça aussi qui diffère mes enfants des autres enfants. Ils ne se vantent pas, bien sûr, qu'on ne fasse qu'un demi-bocal de déchets par an, parce que pour eux, c'est complètement normal et automatique. Mais ce dont ils se vantent, c'est vraiment ce qu'on a pu vivre en famille. Mais au quotidien, pour arriver à ça, par exemple, je veux dire, on parlait de produits de nettoyage ou de produits de beauté, je veux dire, vous êtes maquillée, vous avez quand même des produits. Oui, c'est mon propre maquillage, toutes les recettes sont dans le livre. Je dois vous dire que j'ai dû passer par des extrêmes pour trouver un équilibre qui me convienne. Il y a un moment, j'ai essayé du bicarbonate de soude sur mes cheveux, je l'ai rincé avec du vinaigre de cidre. J'ai fait ça pendant 6 mois, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis surtout qu'un soir, je suis allée me coucher auprès de mon mari. Il s'est retourné, il m'a regardé, il a levé les yeux au ciel et puis il m'a dit qu'est-ce que j'en ai marre que tu sentes la vinaigrette, Béa. C'est vraiment pas sexy, tu sais. Alors là, je me suis dit, ok, peut-être que je suis allée trop loin et que peut-être que pour sauver ma vie sexuelle, il faudrait que je trouve une autre solution. Donc maintenant, les choses vont mieux entre nous, croyons-moi. Qu'est-ce que vous avez pris comme produit pour un savon de Marseille? Voilà, donc aujourd'hui, on utilise un pain de savon que l'on utilise vraiment de la tête aux pieds. Au début, c'était un petit peu bizarre. D'ailleurs, on avait les cheveux qui collaient la première fois qu'on l'a utilisé, mais ensuite, nos cheveux s'y sont habitués. Donc, c'est tout simplement un savon donc, générique que l'on achète en vrac, donc sans emballage. On l'utilise pour se laver les cheveux, mais aussi le visage, le corps. Et mon mari et mes ados, maintenant, on l'utilise pour se raser. Vous aviez mentionné aussi les allergies avaient diminué. Oui, alors moi, justement, quand j'achetais mon mascara au magasin, ou en magasin, j'avais 2 conjonctivites par an. Et depuis 2012, puisque c'est une recette que j'ai voulu développer pour mon livre, je n'ai pas eu une seule conjonctivite. 2012. Hein 2012. Et mon mari, lui, avait des sinusites chroniques 2 fois par an. Et depuis qu'on a adopté un mode de vie zéro déchet, elles ont complètement disparu. Ouais. Plus de sinusite. Plus de sinusite. Donc c'est ça, le mode de vie zéro déchet aussi, bien sûr. Eh bien,
vous donne une vie plus saine. Et les quelques produits clés, donc le savon de Marseille pour le nettoyage, qu'est-ce que c'est par exemple à la maison? En fait, à la maison, pour nettoyer la maison de fond en comble, on utilise tout simplement du vinaigre blanc et de l'eau. Et on a aussi du savon de Marseille liquide que l'on utilise en pompe à l'évier pour se nettoyer les mains, le sol, faire un petit peu de vaisselle, même nettoyer le chien. Et d'autres produits clés comme ça de la maison, vous dites ça, c'est des... Le bicarbonate de soude, bien sûr, puisqu'on l'utilise pour se brosser les dents, mais aussi je l'utilise pour m'exfolier. Si on a des aigreurs d'estomac, il suffit d'y mettre une cuillère à café dans de l'eau. Et puis bien sûr, pour récurer, enfin bref, c'est le produit magique, un petit peu comme le vinaigre blanc. Et tout ce qui est les courses donc, du quotidien de manger, c'est magasin en vrac, comme on en a entendu à Sion ou à Lausanne. Il y en a certainement qui s'ouvrent ailleurs. Il se développe, mais à une allure fulgurante. Toutes les semaines, je reçois un email de quelqu'un quelque part dans le monde qui a été inspiré par le livre ou dans ma conférence d'ouvrir un magasin quelque part. Mais vous voyez des différences au niveau mondial entre les différentes régions, un écho différent? Oui, alors le mode de vie zéro déchet se développe particulièrement dans les pays francophones. Donc justement, le livre a inspiré l'ouverture de 8 magasins de vrac rien qu'à Montréal. Okay. En Suisse aussi, ça se développe énormément, en France aussi bien sûr, mais je vois que le public francophone est très ouvert ou réceptif à ce mode de vie et je crois que c'est parce qu'il y a déjà une appréciation pour la bonne nourriture, la convivialité, les plaisirs simples. Et c'est exactement ce que propose le mode de vie. Surtout, bon, il y a aussi peut-être une histoire de langue, comme vous êtes francophone, mais c'est surtout en Europe continentale, francophone, que vous voyez le plus gros impact. En fait, j'ai écrit le livre en anglais, puisque je l'ai écrit, puisque j'habite aux États-Unis, je l'ai écrit en anglais. Mais je vois qu'en effet, il est mieux, disons, perçu, ou le mode de vie vraiment se développe plus. Aux États-Unis, l'écho est très... Ça prend, voilà, exactement. Je crois que le consumérisme est tellement ancré que ça fait vraiment peur aux gens de s'habiller la tête aux pieds d'occasion comme je le fais, ou de ne pas avoir le dernier gadget, la dernière Apple Watch ou la dernière. Un smartphone. Oui, mais d'occasion. Merci Béa, merci beaucoup pour cet apport incroyable sur une autre manière de vivre, un autre mode de vie. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis de la Mobilière, nous arrivons maintenant au terme de la première partie de cette soirée. Le cocktail dînatoire va suivre, il vous sera servi dans le foyer. Et je me réjouis d'ores et déjà de vous y retrouver plus tard avec nos intervenants. Nous avons concocté plusieurs surprises pour la suite de cette soirée. Au niveau gustatif, vous aurez la chance de pouvoir découvrir des vins jurassiens. Je dois vous avouer, ce sont des vins exceptionnels et sélectionnés spécialement pour cette soirée et ils valent vraiment le coup d'être dégustés. Nous avons également prévu le traditionnel mur photo où vous pourrez vous faire photographier, soit en groupe ou avec les intervenants à votre guise. Vous aurez également, lors de votre départ, vous pourrez prendre avec vous le livre de Magali Guény, la 5e édition du guide sur les guérisseurs de Suisse romande. Vous pourrez y lire des témoignages inédits, c'est poignant, comme l'était la vidéo de Georges Delalloye avant. C'est un livre qui est extrêmement intéressant. Il y a également une liste, puisque ce n'est pas exhaustif, comme l'a dit Magali précédemment, des guérisseurs de Suisse romande. Et puis, j'aimerais adresser un tout grand merci à l'équipe technique de cette soirée, et plus particulièrement au comité d'organisation. Je pense à Janet Noël Peterson, à Claudia Frère, Isabelle Schmidt-Duvoisin, Beno Meyer, Patrick Tarin et Olivier Lechen. Ils méritent tous vos applaudissements.